mais vous êtes là, vous. Bonjour. Bienvenue. Faut que j'arrête de me taper sur les jambes à chaque fois dans ce deuxième épisode de ma série de vidéos sur la stérilisation volontaire. Je sais toujours pas comment faire une intro qui donne envie de regarder la suite, mais regarde la suite s'il vous plaît. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la consultation avec le chirurgien, consultation qui avait eu lieu le 24 février, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. À l'issue de la consultation avec le chirurgien, il m'avait envoyé quelques documents que on va découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est une vieille vidéo que j'avais tournée le 13 mars, donc elle date un petit peu, je sais pas si vous avez remarqué la qualité qui s'est améliorée, bref, bah du coup voilà, c'était le 13 mars, il n'y avait pas tout ça, donc c'est un peu dégueu la qualité, voilà. C'est des documents principalement qu'il faut lire et signer pour ramener dans le dossier médical avant l'intervention. La plupart d'entre eux contenaient des informations que je pense être confidentielles, donc je les ai censurées. Il y avait aussi des images que j'étais pas sûre de pouvoir diffuser, donc pareil, j'ai censuré aussi, donc vous inquiétez pas, s'il y a de la censure, c'est juste pour préserver de l'anonymat et puis pour ne pas froisser quelconque algorithme avec une image anatomiquement trop réaliste, voilà. Et dans cette lecture, forcément, les documents que je lis sont parfois pas super accessibles, surtout quand on connaît pas grand chose au milieu scientifique. Même moi qui pourtant y suis un peu habituée, bah, j'ai galéré à déchiffrer certains trucs. Du coup, pendant la lecture de ces documents, parfois je me pose des questions, parfois je réagis, parfois je me fais des petites réflexions, et bah forcément il y a pas mal d'interprétations, il y a pas mal de choses de cet article que je partage, mais c'est par rapport à ce que moi j'ai compris. Aujourd'hui, avec le recul, quand je revois ces vidéos, bah, je comprends plus les choses de la même manière. Forcément, j'ai eu le recul et depuis l'opération a eu lieu, donc je sais de quoi les choses parlent. Et voilà, peut-être que vous aussi, vous comprendrez les documents d'une autre manière que celle dont moi je les ai compris à l'époque où j'ai filmé cette vidéo, donc le 13 mars. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de laisser ces réflexions-là et ces questionnements authentiques que j'ai eu sur le moment de la découverte de tous ces documents-là. Et voilà, tout simplement, voilà pourquoi tergiverser plus longtemps. J'en profite aussi pour faire un petit disclaimer de début de vidéo. Je vais remettre les mêmes recommandations que dans mes vidéos précédentes. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées à la stérilisation volontaire, donc la stérilisation par choix. Et aussi aux personnes child-free, celles qui ne veulent pas d'enfants par choix. Ça ne va pas concerner le sujet de la stérilisation subie pour des raisons médicales ou autres. Donc si ce sujet vous met mal à l'aise ou que vous y êtes particulièrement sensible, je vous invite à vous écouter et ne pas suivre cette série de vidéos. Par ailleurs, la stérilisation ne dispense pas de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Je vais vous laisser avec la suite des documents. Je vous souhaite une très bonne vidéo et puis à très bientôt. Le 13, on est le haut, faut que j'envoie un message d'anniversaire à une pote. J'ai oublié. Bon anniversaire Lucie, si un jour tu tombes sur cette vidéo. On était le 13 mars, le jour où j'ai filmé ça. Ça fait quelques jours que j'ai fait le rendez-vous que vous avez normalement vu précédemment, si j'ai bien fait mon montage de manière correcte. Et du coup, juste après le rendez-vous, j'ai reçu un mail du médecin avec qui j'étais en visio, qui m'a envoyé une petite série de documents à consulter d'ici l'intervention, aussi pour m'aider dans mon choix et me faire prendre conscience des conséquences d'une hystérectomie. Mais du coup, on va regarder ça ensemble et comme ça, voilà, vous aurez aussi l'information comme si vous étiez avec moi dans cette grosse aventure de se faire retirer la schneck. Cette phrase était anatomiquement incorrecte. Ça c'est ce que je suis en train de vérifier, le devis de la mutuelle qu'il va falloir que j'envoie à ma mutuelle. Je vais vous mettre quelque part sur l'écran, on va mettre un screen où le monsieur a écrit, a précisé comment les mutuelles prenaient en charge ses honoraires. En fonction de comment ta mutuelle rembourse, tu vas payer plus ou moins cher. Je crois que de ma poche, je vais devoir payer au plus 500 €. Après, je sais pas si les frais d'anesthésie se rajoutent. Mais on va sûrement découvrir ça tous ensemble. Qui a trop hâte? Ok, une différence à votre charge d'un montant de 2000 €. Yes, parce qu'en fait, en gros, l'intervention elle coûte 2270 et la sécu elle prend 270. En fonction de ce que ta mutuelle rembourse, tu vas payer plus ou moins cher. Donc t'as ça, c'est en devis, visiblement en 2 exemplaires, je ne sais pas. Que tu dois signer et envoyer à ta mutuelle. Ah oui, ce devis ne tient compte que des horaires du docteur et il ne concerne pas les éventuels honoraires du médecin anesthésiste ni des prestations dues à la clinique. Donc ça se trouve, il y a plus à payer que 500 €. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que la séance, il faut que je le note dans la vidéo, la séance de visio que j'ai eue avant et qui a été enregistrée m'a coûté 80 € et j'ai reçu une feuille de soins du médecin qu'il faut aussi que j'envoie à ma mutuelle et à la sécu. J'ai la flemme, voilà, il faut faire de la paperasse, mais bon. On va faire ça ensemble aussi, sûrement. Petit vlog paperasse avec moi. Oui, envoie ta feuille de soins à ta mutuelle. Là, j'espère que ce sera dans les tendances un jour. Donc là, j'ai un document sur les conséquences de l'hystérectomie sur le corps humain.
Bref, on va lire ça ensemble. Conséquences fonctionnelles et psychosexuelles de l'hystérectomie. Les complications de l'hystérectomie peuvent être la conséquence de modifications organiques liées à la chirurgie. Les complications sont souvent fonctionnelles, troubles et douleurs de la sexualité. Elles sont généralement préexistantes à la chirurgie et souvent sous-évaluées dans le bilan préopératoire. En gros, en fait, t'as pas plus de conséquences sur ta sexualité après l'hystérectomie que avant. En fait, tu retrouves, si t'avais des problèmes avant l'hystérectomie, tu les auras a priori après. L'hystérectomie n'est a priori pas une solution aux troubles des rapports sexuels. La sexualité après hystérectomie ne doit pas être modifiée. En cas de troubles sexuels, il faut s'interroger sur l'état psychologique préopératoire des patientes et des patients, voilà, et leur attente de cette chirurgie. Il existe des facteurs prédictifs de bon pronostic sur la sexualité, l'existence de troubles hémorragiques antérieurs, une dysménorrhée invalidante non calmée par les traitements médicaux et la chirurgie conservatrice. L'activité sexuelle régulière et satisfaisante en préopératoire est également un facteur de bon pronostic sur la qualité de la sexualité après l'hystérectomie. Donc en gros, si de base t'as pas de problème de sexualité ou de problème de cycle particulier, y a pas de raison que après te faire retirer l'utérus, t'aies des problèmes qui apparaissent, tu vois. C'est ça que je comprends en gros du résumé de cet article. Les conséquences fonctionnelles et en particulier sexuelles de l'hystérectomie sont le sujet de nombreuses publications dans des revues psychologiques, psychiatriques, gynécologiques, sans compter le nombre de pages web sur les sites internet de vulgarisation médicale où les nombreuses questions émanant, y a pas de S, pardon, de femmes sont autant d'informations utiles à la préoccupation psychologique de ce type d'intervention. Est-ce que t'as compris la phrase que j'ai lue? Parce que moi j'ai pas compris. Les complications de l'hystérectomie peuvent être la conséquence directe de modifications anatomiques ou organiques liées à la chirurgie. Pour celle-là, le chirurgien est compétent. J'espère. C'est bien différent si ces symptômes, en particulier les douleurs ou les troubles de la sexualité, ont été sous-évalués en préopératoire et persistent après l'intervention. C'est cette part des complications fonctionnelles que nous abordons en cherchant à mettre en évidence les facteurs de risque, de fragilité psychologique qui justifient une prise en charge préopératoire. Donc, si c'est votre cas, peut-être que la suite de cet article pourra vous intéresser. Corrélation anatomique. Il est nécessaire de souligner que l'hystérectomie, en interrompant les suppléances nerveuses locales, modifie les relations anatomiques des organes pelviens et leurs fonctions. Pendant l'hystérectomie, l'innervation pelvienne, qu'elle soit somatique ou végétative, peut être lésée de différentes façons. Oh, il a passé ça date, c'était il y a longtemps, moi j'ai vu ça, je m'en souviens plus. Les rameaux cervico-ismiques qui pénètrent la face postérieure de l'isthme. Je comprends rien de ce que je lis. Putain, mais genre j'ai fait des sciences, j'ai fait des études de santé et tout, mais je comprends rien. Le plexus vésical destiné à la vessie, le plexus rectal accompagne l'artère rectale moyenne. Bah oui, en gros t'as des... Oui, bah dans le bassin t'as des veines qui innervent tous les organes du bassin et pas que l'utérus, mais si t'enlèves l'utérus, t'enlèves pas tout ça, quoi. Lésion chirurgicale de l'innervation végétative. Ah oui, non mais ça c'est si jamais il se passait c'est une conséquence d'une mauvaise manipulation chirurgicale, j'imagine. Donc il veut dire, ok, imagine ton chirurgien il coupe le nerf de base là, le nerf je sais pas quoi, plexus utéro-vaginal. Bah après tu pourras plus chier normalement. Hypogastrique inférieur, il s'agit d'une lame réticulée qui chemine de la partie latérale du ligament utérosacré. On s'en fout putain. Col utérin et appendice, on sait pas. Les gens qui n'ont pas fait des études scientifiques, ils peuvent pas comprendre ce texte. En fait, attendez, vous savez quoi? Cette partie-là, je vais la lire en off. Et je vais lire une autre partie en attendant. Voilà, ça c'est intéressant, ça. Sexualité après hystérectomie, on adore parler de sexe ici. La majorité des études s'intéressent à l'effet de l'hystérectomie sur la vie sexuelle des patientes et des patients. La revue de la littérature disponible nous permet de penser qu'il existe un effet nul, voire positif de cette intervention. Ah bah ça c'est cool. Je pense que tu vis une sexualité beaucoup plus décomplexée et sereine quand tu sais que tu n'as plus aucun risque de tomber enceinte. En tout cas pour les gens que ça concerne, a priori c'est que ça te concerne si tu cherches à te faire retirer l'utérus. Je pense que c'est de là que ça vient, je ne suis pas sûre. Cependant, nous pouvons observer qu'il existe de réelles différences suivant les voies d'abord chirurgicales, l'état psychologique préopératoire, l'attente des patients. Ok, ça c'est trop intéressant, let's go. Voie d'abord. Ah, ok. Les voies d'abord chirurgicales, c'est genre la manière dont tu fais l'opération. Je pensais que c'était, il disait d'abord, genre premièrement on va parler des... Certaines études ne montrent pas de différence entre l'hystérectomie pratiquée par voie haute, totale et subtotale, par voie vaginale et par voie célioscopique. Je crois que moi c'est par voie vaginale ce que je vais subir, je ne sais plus. Mais ça devait être dans la vidéo tout à l'heure. Cependant, Ayubi et associés notent une reprise des rapports plus longue lorsque l'hystérectomie était pratiquée par voie haute, la diminution des dyspareunies, je sais plus ce que c'est, il faut que je mette ce que ça signifie. La diminution des dyspareunies
est significatif pour la voie vaginale et cœlioscopique. Il existerait une meilleure relation dans le couple et une meilleure estime de soi après une intervention réalisée par voie cœlioscopique. Parce que la cœlioscopie, c'est 3 petits trous dans le bide et tu crochettes le truc par l'intérieur et tu fais sortir par le vagin. Je crois que c'est ça. Et du coup, t'as juste 3 petites cicatrices, dont une dans le nombril, du coup ça se voit pas. Je pense que ça participe à l'estime de soi des personnes qui y sont concernées. La détérioration sexuelle semble plus importante pour les hystérectomies pratiquées par voie haute. Voie haute, je pense que c'est quand on ouvre le bide et qu'on va chercher la chose à l'intérieur. Sauf cas exceptionnel, les indications de voie d'abord ne sont pas posées en fonction de l'activité sexuelle des patientes, mais plutôt sur une indication organique, introduisant un facteur confondant non négligeable entre le type de voie d'abord et la fonction sexuelle post-opératoire. J'ai pas compris. Ça va juste être Marie vous lit un article scientifique et elle ne comprend rien. Voilà, c'est cool. Ça me manque quand j'étais intelligente et que je comprenais ce que je disais. Après, le fait que je vous le lise à voix haute aussi, ça, je me concentre pour vous le lire et je me concentre vraiment pour comprendre de quoi ça parle. J'aurais peut-être dû le lire avant. Ok. La réelle question est de savoir s'il faut réaliser ou non une hystérectomie subtotale. Différence significative sur l'orgasme post-opératoire en faveur de la conservation cervicale. Ah oui, parce qu'en fait, l'hystérectomie subtotale, on garde le col de l'utérus. L'hystérectomie totale, on enlève aussi le col de l'utérus. Et à ce qui paraît, le col de l'utérus a un rôle dans l'orgasme lors de la pénétration. Et du coup, t'as moins de sensations si on t'enlève le col de l'utérus. En même temps, t'as moins de risque du col de l'utérus. Hystérectomie totale par abord vaginal. Ah bah voilà, on sait ce que c'est la voie d'abord maintenant. Eh, c'était bien de lire le devis au début. Donc, bah, plus de col de l'utérus, plus d'orgasme de pénétration si c'était ton cas. Donc voilà, sache-le, c'est important. L'auteur avance plusieurs raisons. L'absence de cicatrice vaginale qui est en faveur du respect de l'anatomie. De plus, l'innervation végétative cervicale par les plexus de Frankenhausen, je sais pas ce que c'est, serait respectée. Bon, en gros, ton col de l'utérus, il est toujours là et il est toujours innervé, du coup il est toujours réactif en quelque sorte, si je puis dire ça. Cependant, l'auteur admet que la réaction psychologique subconsciente peut jouer un rôle, d'accord. Même en cas de conservation cervicale, le facteur prédominant reste la qualité de la relation avec le ou la partenaire, pour Hellstorm, qui montre que les résultats concernant l'activité sexuelle s'effondrent de 61 à 17% suivant la qualité de la relation. Ouais d'accord, donc en gros en fait c'est pas sûr à 100% que tu kiffes toujours autant si tu conserves ton col de l'utérus, c'est aussi lié à ta relation avec ton ou ta partenaire. Étape psychologique. L'absence d'utérus peut être vécue sur le plan sexuel de manière organique et ou symbolique. Je sais pas ce que ça veut dire. La fonction organique est détaillée par les recherches de Masters et Johnson montrant la présence de contractions utérines ressenties au moment de l'orgasme mais qui peuvent être perçues par les femmes hystérectomisées organes fantômes. Ah, donc si t'es concerné par le fait de kiffer les contractions utérines pendant l'orgasme, bah apparemment c'est encore là après même quand t'as plus l'utérus. A l'inverse, les effets de l'ablation de l'utérus peuvent être rapidement bénéfiques pour les patientes contraintes à la rareté des rapports ou à l'abstinence d'une contraception difficile, de troubles hémorragiques majeurs ou de douleurs invalidantes dans ces situations où l'indication chirurgicale est consensuelle. Facteurs prédictifs. La présence d'une dysménorrhée, donc des douleurs de règles, et la fréquence des rapports préopératoires sont des facteurs prédictifs d'une relation sexuelle post-opératoire de bonne qualité. Si ça allait bien avant ton hystérectomie, il n'y a pas de raison que ça aille moins bien après. Sur le plan psychologique, le travail de Donog et associés montre que sur une cohorte, 34% présentaient une dépression et 29% un trouble anxieux en préopératoire. La prévalence de la dépression chute en post-opératoire à 8%, la vache! Quand le niveau des troubles anxieux reste stable, 22%. Trop stylé. L'hystérectomie va-t-elle guérir ma dépression? Les principaux facteurs de risque d'émotions négatives en post-opératoire mis en évidence sont une dépression intense en préopératoire ainsi que des inquiétudes importantes concernant l'intervention en elle-même. Le reste de la littérature à ce propos relève le même type de résultats. Donc ça veut dire que les dépressions constatées en post-opératoire sont imputables à une dépression déjà avant, c'est pas l'hystérectomie qui va te faire une dépression. Après, l'étude ne dit pas si c'est des femmes qui ont subi l'hystérectomie ou si c'est des personnes qui l'ont fait de façon volontaire comme ça va être mon cas. A priori, il n'y a pas de raison que tu souffres de dépression après t'être fait retirer l'utérus. Voilà. Ce que je comprends. Oui, je tiens à dire aussi que là, ce que je vous présente dans cet article, c'est ce que j'ai compris. Ça veut pas dire que c'est vrai. Je vais faire des interprétations, et c'est peut-être des interprétations qu'il n'y a pas lieu de faire, parce que voilà, je vous lis cet article avec ma maigre petite expérience de maigre petite bébé scientifique.
Du coup, bah ça vaut ce que ça vaut. Vous faites votre propre interprétation avec ce que vous pourrez lire de mes screens, mais voilà, je lis cette documentation, ça fait partie de mon parcours, je partage avec vous. Après, vous en faites comme vous voulez. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Graslow confirme que les conséquences de l'hystérectomie sont limitées, mais insiste sur la prise en charge pré- et post-opératoire des patientes. C'est pour ça que le monsieur m'a posé un tas de questions. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, quoi, ça a l'air pas mal. Moi, ça ne me décourage absolument pas, au contraire. L'entente sexuelle préopératoire semble être le facteur le plus important, le ou la partenaire sexuelle, par son intégration émotionnelle, son adaptation aux conséquences de l'hystérectomie, bah, visiblement il n'y a pas l'air d'avoir besoin de beaucoup d'adaptation, ses capacités physiques et mentales jouent un rôle déterminant, donc voilà, prenez aussi ça en considération si vous êtes concerné par l'hystérectomie. En conclusion, si l'hystérectomie est faite dans un contexte de trouble organique, elle fait disparaître les symptômes et améliore la qualité de vie, on s'en doute. A l'inverse, une mauvaise indication, en particulier pour les algies pelviennes associées à des troubles anxieux ou à des antécédents de dépression, expose au risque de décompensation post-opératoire, je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, si tes douleurs sont d'origine psychologique, il faut a priori traiter plutôt le problème psychologique que de te faire enlever l'organe en question. C'est dans ces situations qu'il faut compléter le bilan organique et psychologique préopératoire. Si la plupart des femmes conceptualisent bien l'hystérectomie par voie abdominale, dans un imaginaire forcément violent mais classique de la chirurgie, c'est autre chose pour la chirurgie vaginale ou cœlioscopique. Les suites sont a priori meilleures, mais pour certaines patientes, l'organe disparaît trop vite ou trop simplement pour arriver à en faire le deuil. Il peut rester un fantasme de perméabilité du corps, d'instabilité des organes. Ça c'est aussi une conséquence psychologique de faire le deuil, j'imagine, d'une partie de soi, d'une partie de son corps. Ce que je peux comprendre en vrai, parce que je me suis moi-même posé la question du genre mais c'est mon utérus et je vais l'enlever de son endroit. Et genre, quelque part, c'est un peu triste. Je sais pas trop d'où ça vient, mais apparemment, c'est un vrai truc de ce que je lis là, donc bon, bah c'est cool. Bon, ça va pas me dissuader dans mon choix, parce qu'à chaque fois que j'ai mes règles, je me rappelle que non, je veux vraiment me débarrasser de ce petit organe qui fait pourtant de son mieux avec ce qu'il a. Mais voilà, dans mon cas, non. Merci. Tu as fait ton job et adieu, mon ami. Mais ouais, ok, apparemment, il y a des personnes qui souffrent de ce problème-là. Donc c'est un vrai truc et si jamais apparemment vous posiez la question, c'est pas con du tout. Voilà. En tout cas on est au moins deux et visiblement plus que ça puisque ça en parle ici. Quelques mots associés à un schéma explicite suffisent souvent, mais ils sont nécessaires avant et non après l'intervention. On s'en doute. L'intégrité corporelle imaginaire passe parfois par la conservation du col. Il faut savoir écouter avant de décider avec et pas pour la patiente ou pour la technique opératoire. Bon, moi j'ai pas eu le choix, le médecin apparemment dans son devis il a déjà décidé que ce serait total, mais il m'avait déjà parlé de tout ça pendant l'opération, en tout cas pendant la consultation. Je pense que si jamais j'avais été renseignée plus que ça et que j'avais découvert que ça me convenait pas, j'aurais pu le lui dire et je pense que je pourrais éventuellement le lui redire d'ici à ce que je me fasse vraiment opérer. Je pourrais toujours lui parler et lui dire ah finalement je veux pas une hystérectomie totale, enfin bref. Pour vous dire qu'en tout cas dans mon cas ça a pas été discuté cet aspect là, mais bon après, d'après ce que je lis ça a pas l'air de remettre en question mon choix. Le suivi post-opératoire doit être assuré par le chirurgien lui-même pour compléter l'information, rassurer et accompagner. Ces quelques conseils simples peuvent minimiser les risques de décompensation psychique post-opératoire. Et voilà, plein d'études, bref. En tout cas, c'est plutôt encourageant ce que je viens de dire. Je vais continuer mon choix, mais il y a d'autres informations qu'il va falloir qu'on regarde. Et on va voir ça juste après que j'ai arrêté la caméra. Avant qu'elle m'arrête elle-même. Bref, à toutes. Blé. Info hystérectomie voix basse, j'imagine. Donc en fait ça c'est une fiche, je crois... Oh, il y a des images, je sais pas si je pourrais montrer ça sur YouTube. Le modèle ne peut être modifié, est-ce que j'ai le droit de montrer ça sur YouTube? Je ne sais pas, on verra si j'ai des poursuites judiciaires, si je n'avais pas le droit. Donc j'ai cette fiche qu'il faut que je signe et que je donne à mon chirurgien quand je le reverrai, c'est-à-dire dans à peu près 6 mois. Votre médecin vous a proposé une intervention nommée hystérectomie. Cette fiche a pour but de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin, ce que j'ai eu, afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de l'opération qu'il vous a conseillé. Yes! Qu'est-ce qu'une hystérectomie vaginale? Donc là vous avez un schéma pour comprendre un peu ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, je vais copieusement l'utiliser dans ma vidéo. Donc en gros, moi, ce qui va m'être retiré, c'est l'utérus qui est ici, et qui fait mal quand j'ai mes règles. L'utérus est, il donne sur le vagin, ici, le vagin que tu connais bien.
Et en fait l'utérus est relié au vagin en quelque sorte par le col de l'utérus. Et a priori tout ça va m'être retiré, donc l'utérus et son col. Donc il va me rester le vagin et quand même c'est cool, on a envie de continuer à le sexe. L'hystérectomie vaginale se pratique par les voies naturelles et ne comporte pas d'incision cutanée. Hystérectomie totale où le corps et le col de l'utérus sont retirés, ce qui va m'arriver moi. Hystérectomie avec annexectomie, ablation du ou des ovaires ainsi que des trompes dans le même temps. Ah je sais pas, je crois que je vais aussi me faire enlever les trompes. Le médecin avait l'air de dire que les trompes parfois pouvaient être à l'origine du cancer de l'ovaire. Et en plus comme les trompes à elles seules sans utérus ne servent à rien, peut-être qu'on va me les enlever. Aussi, de toute façon moi j'avoue les trompes, je sais pas, donc je vais dire que j'ai pas de ressenti particulier vers mes trompes, donc si on me les enlève, j'avoue, je m'en fiche. Le type d'hystérectomie dépendra de circonstances personnelles et sera discuté avec votre chirurgien avant l'opération. L'image en gros c'est on voit un vagin et on voit l'utérus qui sort du vagin, yes. Je pense que je peux pas montrer ça sur YouTube. Avant l'opération, une consultation pré-anesthésie doit être réalisée systématiquement. Le plus souvent vous serez hospitalisé la veille ou le jour même de l'intervention. Après une prémédication, vous serez conduite au bloc opératoire, une perfusion sera mise en place, puis l'anesthésie sera réalisée. Ça c'est bien parce que je me suis toujours demandé, enfin toujours, ça m'est arrivé de me demander comment ça marchait une opération, parce que j'en ai jamais eu, voilà. L'anesthésie sera selon votre souhait et la proposition de l'anesthésiste une anesthésie loco-régionale, type péridurale ou générale, surtout si une cœlioscopie était envisagée avec une association, je crois que je n'aurai pas le choix et que ce sera une anesthésie générale, mais encore une fois la suite des vidéos vous le dira. Je sais pas si j'ai envie d'une... Imaginons qu'on me laissait la possibilité, je sais pas si j'ai envie d'une anesthésie loco-régionale. Parce que je sais pas si j'ai envie d'être consciente pendant ce moment-là, après je sais pas si c'est vraiment à moi de choisir ou s'il y a une option qui est vraiment mieux pour moi et je ne le sais pas parce que je ne suis pas médecin. Bref, on verra. La plaie vaginale est généralement fermée par des fils résorbables et ne nécessitera pas de soins particuliers. En cas de cœlioscopie, 2 ou 3 petites incisions abdominales, donc au niveau du bas-ventre, de 0,5 cm bénéficieront d'un point de suture au fil résorbable laissé à l'air rapidement. De façon exceptionnelle, un petit drain ressortant par l'abdomen ou par le vagin pourra être, il n'y a pas de T, laissé en place de 24 à 48 heures. Bon, de façon exceptionnelle, ça veut dire qu'a priori j'aurais pas ça, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Certains chirurgiens laissent une mèche de gaz dans le vagin pour 24 heures afin de réduire le risque de saignement. Je ne sais pas si ce sera mon cas ou pas, ça me dégoûte un peu l'idée, mais bon, c'est pas grave, c'est comme un tampon finalement. Que se passe-t-il après l'hystérectomie ? Après l'opération, vous passerez en salle de surveillance post-interventionnelle avant de retourner dans votre chambre. Je pense que c'est la salle de réveil, j'imagine. La plupart des anesthésies modernes sont courtes. L'effet est court et vous ne devriez pas avoir d'effets secondaires importants. Pendant les 24 premières heures, vous pourrez vous sentir un peu plus endormi que d'habitude et votre jugement peut être amoindri. Il est possible qu'après votre intervention, vous ayez une sonde urinaire pendant quelques heures. Voire 24 heures, mais la plupart du temps il n'y en aura pas, tant mieux, ça me fait peur, j'ai pas envie d'avoir une sonde dans le pipi. Il vous sera conseillé de mettre des bas de contention les premiers jours tant que vous n'aurez pas retrouvé une mobilité normale. Vous pourrez recevoir également des injections quotidiennes d'un agent anticoagulant pour une durée pouvant aller jusqu'à une dizaine de jours, selon les cas qui seront discutés avec l'anesthésiste. Je pense que ça c'est pour les personnes qui de base ont des troubles de la circulation sanguine. Dès que vous pourrez boire à nouveau, et après quelques gaz, ça c'est ma partie préférée, la perfusion vous sera retirée puis vous pourrez manger légèrement les premiers jours après votre intervention. Et après votre retour à domicile, il est possible que vous ayez besoin d'antalgiques, donc des antidouleurs, afin de diminuer les douleurs, merci, que vous pourrez éprouver. Afin d'éviter la constipation, qui pourrait également entraîner des douleurs, nous vous conseillons de manger des fruits et des fibres, parce que les antidouleurs, parfois, ça dépend lesquels on te prescrit, mais il y en a certains qui peuvent te constiper. Et j'avoue, quand on t'a ouvert et quand on t'a retiré un organe et que ça a bien saigné dans ton bide, t'as pas vraiment envie de pousser très fort. Votre transit digestif peut être quelque peu retardé ou ralenti, ce qui est source d'inconfort, voire de douleurs, qui seront passagères. Vous pourrez prendre une douche dès le lendemain. Les bains devront être évités durant 3 semaines. La durée d'hospitalisation est brève, de 1 à 4 jours selon les cas. Il se peut même que l'intervention se fasse dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, dans certains cas bien précis. Je crois que ce ne sera pas mon cas, d'après les témoignages que j'avais lus sur Facebook avec ce médecin-là, mais encore une fois, peut-être que ce sera mon cas, on ne sait pas encore. Vous pourrez, pendant quelques jours, voire 1 à 2 semaines, être encore fatigué. Cela peut être dû au stress et aux effets anesthésiques éventuels. La récupération sera d'autant plus rapide que vous serez actif. D'accord, donc il faut bouger un peu son piaque quoi.
Vous pouvez vous attendre à avoir des saignements pendant 1 à 2 semaines après votre intervention. La vache! L'évacuation de petits caillots n'est pas rare et sans importance si cela ne dure pas. Il vous est recommandé d'utiliser des serviettes périodiques plutôt que des tampons, qui entraînerait un risque infectieux plus important. Je pense que du coup, aussi peut-être pour une question de confort, peut-être qu'il faudrait aussi éviter tout ce qui est à l'intérieur, donc aussi cup et disque. Parce que ça, je crois que ça a des risques infectieux moins importants que les tampons. Peut-être même moins important que la serviette, mais comme ça à l'intérieur, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça juste après une opération. Le retour à vos activités professionnelles ou sportives dépend du type d'activité que vous avez. La récupération de cette voie d'abord est rapide et la convalescence dépasse rarement 15 jours. Je sais pas s'il y aura des arrêts maladie, on verra. Si vous n'êtes pas ménopausé avant l'intervention, la principale manifestation sera l'absence de règles et l'impossibilité de grossesse, ce qui finalement est le but de l'histoire. Ce qui ne signifie pas que vous serez ménopausé puisqu'on garde les ovaires. Si les ovaires sont laissés en place, voilà, leur fonction persistera jusqu'à la ménopause naturelle, vous n'aurez ni bouffée de chaleur, ni autre manifestation de ménopause. Si les ovaires sont retirés, l'intervention entraîne une ménopause et vous pourrez avoir ensuite des manifestations telles que des bouffées de chaleur. Vous pourrez discuter avec votre médecin de la possibilité d'un traitement médical substitutif. Ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous êtes ménopausé avant l'intervention, ce n'est pas mon cas, il n'y aura pas de modification particulière après. Cool. Dans tous les cas, l'hystérectomie ne modifie pas la possibilité ni la qualité des rapports sexuels. Après la sortie, il est recommandé d'attendre la visite post-opératoire 1 mois après l'intervention pour reprendre les activités sexuelles. Donc du coup, en plus des 2 consultations que je vais avoir avec mon chirurgien avant l'opération, il y aura aussi une consultation après pour voir si la cicatrisation se passe bien, donc prenez ça en compte dans vos budgets aussi si c'est pas remboursé totalement. 1 mois après l'intervention, les rapports sexuels seront autorisés 4 à 6 semaines après l'intervention afin de permettre à la cicatrice vaginale d'être suffisamment solide. Donc voilà, sachez-le aussi. On va reprendre une activité sexuelle tout de suite après une hystérectomie et un temps de cicatrisation. Je crois que ça c'est que dans le cas de l'hystérectomie totale. Je suis pas sûre que l'hystérectomie, si tu conserves le col de l'utérus, je crois que tu peux reprendre une activité sexuelle juste après. Une activité sexuelle avec pénétration, je veux dire, je pense que le reste, on s'en fout. Y a-t-il des risques ou des complications? L'hystérectomie est une intervention courante et bien maîtrisée dont le déroulement est simple dans la majorité des cas. La voie d'abord peut être modifiée selon les contestations faites au cours de l'intervention. Une ouverture de l'abdomen, l'aparoconversion, oui, peut parfois s'avérer nécessaire, j'ai envie de roter, c'est horrible, alors que l'intervention était prévue par voie basse. En cours d'opération, j'arrive pas avec le mot lésion, je ne sais pas prononcer le mot lésion, je n'ai jamais prononcé de ma vie le mot lésion. Des lésions d'organes de voisinage de l'utérus peuvent se produire de manière exceptionnelle. Bon bah ça, c'est le risque d'une opération, en tant que chirurgien, il peut avoir la main qui tremble, voilà. L'erreur est humaine, j'espère juste que ça ne m'arrivera pas. Blessures intestinales, des voies urinaires ou des vaisseaux sanguins nécessitent une prise en charge chirurgicale spécifique. Dans le cas exceptionnel d'hémorragie pouvant menacer la vie, une transfusion sanguine ou de produits dérivés du sang peut être rendue nécessaire. Sachez-le si jamais vos obligations religieuses vous interdisent une transfusion sanguine. Après, je sais pas si dans ces cas-là vous avez aussi des opérations, enfin bref, mais en tout cas c'est ainsi dit. Comme toute chirurgie, cette intervention peut comporter très exceptionnellement un risque vital ou des séquelles graves. Bon bah voilà, ça il faut le savoir avant de se faire opérer. Quels sont les symptômes qui pourraient vous inquiéter après retour à la maison? Ça c'est bien. Si vous avez des brûlures pour uriner et si vous urinez fréquemment, cela peut être dû à une infection urinaire. Yes! Il faudra donc consulter votre médecin traitant afin de faire une analyse bactériologique des urines. Un saignement vaginal anormal ou malodorant, voire une température élevée, peuvent être la cause d'une infection ou d'un hématome qui pourra s'être surinfecté. Dans ce cas, il faudra consulter votre chirurgien afin de juger de cette complication. Si vous avez des nausées, des vomissements avec un épisode de fièvre, il faudra également consulter votre chirurgien. Si des douleurs au niveau des mollets ou une difficulté à respirer survenait, il faudrait faire appel rapidement à votre médecin traitant. Je pense que ça c'est genre une embolie ou un truc comme ça, c'est super grave ça, non? Si les ovaires ont été retirés, il se peut que vous ressentiez une sécheresse vaginale qui pourrait être compensée par des lubrifiants ou un traitement hormonal substitutif que votre médecin pourrait vous prescrire. Ce n'est pas mon cas, donc voilà. Certains risques peuvent être favorisés par votre état, vos antécédents ou par un traitement pris avant l'opération. Il est impératif d'informer le médecin de vos antécédents personnels et familiaux et de l'ensemble des traitements et médicaments que vous prenez. Ça, normalement, le chirurgien vous pose déjà les questions, mais voilà. Donc si vous avez des circonstances particulières, n'hésitez surtout pas à en parler. Toute information est bonne à prendre. Voilà.
Fumer augmente le risque de complications chirurgicales de toute chirurgie. C'est redondant, mais voilà. Arrêtez de fumer 6 à 8 semaines avant l'intervention. Élimine ce risque supplémentaire. Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste. Ou appelez la ligne Tabac Info Service au 3989 pour vous aider à réduire les risques et mettre toutes les choses de votre côté. Voilà une autre information pour les personnes qui fumaient, j'avais pas du tout pensé à ça. Et bah voilà, pas mal. Est-ce qu'après cette lecture, j'ai toujours envie de me faire opérer? Oui. Oh là là, c'est trop laid cette police toute collée là. Accord après information en vue d'une stérilisation volontaire féminine. Yes. Et donc là, c'est pour faire en sorte que tu as effectivement fait une consultation, que le médecin t'a effectivement tout dit, que tu as effectivement tout bien compris et que tu prends ta décision en connaissance de cause. Donc ça c'est pas le truc psychologique où tu dois avoir un psy. Oui. Reçu des informations sur les différents moyens contraceptifs adaptés à notre cas, ainsi que sur la stérilisation masculine et féminine. J'étais déjà renseignée, je connais globalement toutes les contraceptions qui sont autres que les stérilisations définitives. Donc ça je le savais déjà avant d'arriver en consultation, je l'avais dit au médecin et il m'a lui-même exposé les techniques de stérilisation ainsi que la vasectomie, donc ça effectivement ça va. Les différentes techniques de stérilisation féminine en sachant qu'il s'agit d'une obturation ou d'une section des deux trompes, il me l'a dit. Véritable intervention chirurgicale sous anesthésie générale, il me l'a dit. Comportant des risques, il me l'a dit. Utérus propre, la technique celluloscopique, c'est dans les fiches de renseignement. La possibilité d'échec de la méthode, ah bon, qui peut se solder quelle que soit la technique utilisée par une grossesse intra ou extra-utérine, phobie, dans moins de 0,5% des cas selon les statistiques mondiales. Ok, ça va. Et de toute façon, grossesse intra-utérine, j'aurais pas parce que j'ai pas d'utérus, lol. Ok, donc ça c'est globalement la stérilisation, c'est pas que pour l'hystérectomie. Normalement l'hystérectomie, le risque est encore plus bas que ça, j'imagine. Possibilité d'échec, bah je le savais pas, mais maintenant je le sais. Accepter pleinement et entièrement le caractère définitif de la stérilisation. Oui, c'est bien mon cas, c'est même exactement pour ça que je veux ce genre d'opération, pour être sûr de plus jamais avoir à me préoccuper de ma stérilité, de ma fertilité justement. Sachant qu'une reperméabilisation n'est qu'hypothétique, donc ça c'est pour les trompes, hein, c'est pas pour l'utérus. Grossesse obtenue dans 60 à 70% des cas seulement, donc, et envisageable dans des circonstances exceptionnelles, ça c'est pour les trompes. Hein. L'utérus c'est vraiment mort, tu peux plus tomber enceinte après, quoi. Tu veux pas te faire regreffer un utérus. L'hystérectomie, technique, ben voilà, totalement irréversible, mais qui est indiquée en cas de règles abondantes et ou douloureuses, qui met à l'abri du cancer du col et du corps de l'utérus. Si jamais, oui, vous optez plutôt pour une ligature des trompes, techniquement l'opération est réversible, mais votre fertilité après l'opération, enfin après l'annulation de l'opération, la fertilité va être super basse et ça va être très galère de tomber enceinte. Et le chirurgien m'avait dit qu'il fallait partir du principe que c'était définitif aussi, la ligature des trompes. Donc voilà, sachez-le. Je certifie avoir compris les techniques envisagées dans mon cas, donc oui, j'ai compris, c'est le truc où tu prends l'utérus, tu le fais sortir par la voie basse, on l'a vu juste avant. J'accepte la mission. Je certifie avoir consenti librement à cette stérilisation en réitérant ma demande après un délai de réflexion de 4 mois au moins, pour mon cas c'est 6. Faut pas que cette décision émane de quelqu'un d'autre que de vous. Voilà, c'est personnel, c'est propre à chacun. Moi je vous partage ça pour que vous sachiez comment faire si jamais vous êtes intéressé aussi, mais en aucun cas c'est une décision que vous devez prendre basée sur le jugement de quelqu'un d'autre. C'est votre propre décision à vous, votre corps, votre choix, voilà. Je certifie enfin avoir été informé qu'une partie des frais de cette intervention restera à ma charge. Et oui, c'est bien vrai. Voilà, super. Enfin du coup le modèle de l'attestation psychologique, parce que dans mon cas il met aussi, alors c'est pas obligatoire mais certains chirurgiens ne vous le demanderont pas, il y en a certains pour qui ce sera recommandé. Dans mon cas c'est obligatoire, le chirurgien que j'ai consulté veut que je me fasse consulter par un ou une psychologue et ou psychiatre pour être sûr que je prenne bien cette décision en connaissance de cause, que c'est bien mon choix, que c'est bien un choix éclairé, voilà, donc voilà, suivi psychologique. Pareil, ça, je vous en dirai des nouvelles aussi, je sais pas si je pourrais filmer la séance, je sais pas si on aurait envie aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va demander globalement? Ça, c'est la psychothérapeute ou psychiatre.
Ah, psychologue, psychothérapeute, il y avait écrit psychiatre. A priori, j'ai pas besoin de voir un psychiatre. Sachez aussi, ah oui, voilà, autre chose, sachez que si jamais vous optez pour un suivi de psychologue et pas psychiatre, donc psychologue c'est quelqu'un qui n'est pas médecin, du coup, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, si je dis pas de bêtises. Peut-être que certaines mutuelles remboursent les consultations de psychologie, mais c'est pas sûr. Si je sais que fut un temps pendant la période où le Covid c'était la grosse merde, je sais que pour certaines personnes, genre les étudiants et les étudiantes, les séances de psychologie étaient remboursées si vous étiez d'abord redirigé par votre médecin traitant. Il y avait une démarche à suivre qui disait que les séances étaient remboursées. Je sais pas si vous pouvez profiter de ça pour ces séances de psychologie là. Mais en tout cas, renseignez-vous si jamais vous allez avoir un suivi psychologique, ça peut toujours aider de se faire rembourser des séances parce qu'à force c'est quand même un budget et du coup c'est aussi à prendre en compte dans votre budget si jamais vous faites l'opération. Est-ce que ma famille est en train d'arriver? Alors, psychologue, psychothérapeute, atteste avoir reçu machin. Monsieur ou madame, ça c'est bien, il y a les deux. Dans le cadre d'une demande de stérilisation volontaire, d'après les observations, pleine possession de ses moyens psychiques, pardon. Donc voilà, c'est ça qui va être vérifié en fait pendant l'entretien. Cette décision de contraception définitive est mûrement réfléchie et est le fruit d'une élaboration psychique de longue durée. Cool. Machin précise que cette démarche personnelle est en effet l'aboutissement d'un désir ayant émergé durant son adolescence. Bah je sais pas, parce que moi pendant mon adolescence, tu sais, j'en avais rien à foutre du sexe, du coup je me préoccupais pas. Taisez-vous les chiens là! Oui, je disais pendant mon adolescence, je me sentais pas du tout concernée par le sexe et franchement je me voyais pas du tout faire ça. Du coup j'avais pas de contraception parce que j'étais pas concernée tout simplement. Donc je sais pas, ça émane pas spécialement de mon adolescence, mais je sais que c'est quelque chose, depuis que je sais que ça existe, donc même avant que je sois concernée. Je me posais la question de peut-être en avoir besoin un jour, mais encore une fois, comme le sexe pour moi c'est quelque chose de très récent et dont je me suis jamais sentie concernée avant, bah c'est pas si vieux que ça. Bon, ça fait quand même des années, hein. Je sais pas, mais après ça émane pas spécialement de l'adolescence, donc on verra. Période de vie caractérisée par l'individualisation et l'acquisition de l'autonomie personnelle en tant physique que psychique. Bon, en tout cas, j'ai eu cette décision, j'ai fait cette décision déjà alors que j'avais acquis ma propre conscience de moi-même. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais j'espère que ça posera pas problème. Je sais pas pourquoi je me justifie, mais bon voilà, c'est un exemple de le genre de réflexion que vous pourrez peut-être avoir à vous faire pour le suivi psychologique. Donc bon, peut-être voilà, c'est un exemple, je sais pas, c'est juste moi, c'est pas du tout modélisant, voilà. Madame Machin connaît à conscience, pardon, je ne veux pas lire, des conséquences définitives d'une telle démarche. Je les accepte avec clairvoyance, je pense que oui, je pense que je suis assez clairvoyante sur le sujet, tout va bien. Bah, globalement, c'est ça qu'il faut que vous sachiez si jamais vous passez par l'entretien psychologique. Vérifiez que vous êtes bien en possession de vos capacités de réflexion, vos moyens psychiques, que c'est une décision réfléchie, a priori depuis plusieurs années, voire même depuis votre adolescence, whatever. Je sais pas comment tu peux faire depuis ton adolescence pour savoir, bah déjà pour savoir que la stérilisation ça existe, parce que moi j'ai découvert ça il y a super récemment, ça veut rien dire. Quand j'étais adolescente, j'allais pas trop sur genre les sites féministes où j'ai découvert des articles sur la stérilisation. Je sais pas, on en parle même pas dans les programmes scolaires. Et bah voilà, c'est pas mal, on s'est bien documenté. Donc du coup, la suite des événements, c'est que je vais signer les documents qui attendent une signature. Je vais aussi envoyer le devis à ma mutuelle avec la feuille de soins de la consultation précédente. Pour voir si je suis remboursée, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je documente sûrement. La paperasse, la meilleure partie. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie-là. J'ai hâte de voir la suite des événements, je n'ai pas du tout été dissuadée à la lecture de ces documents, j'ai conscience des conséquences de l'opération, et honnêtement je pensais que ce serait pire. Franchement je trouve que ça va, je suis prête à faire face aux conséquences potentielles que cette opération pourrait avoir sur mon corps. Pour mon mental je m'inquiète pas parce que j'ai pas de troubles mentaux en ce moment particulier qui pourraient impacter cette décision ou qui pourraient s'aggraver après l'opération, donc ça c'est cool. Je suis bien contente de cette lecture, ça m'a totalement encouragée à continuer en ce sens. J'espère que vous, ça vous aura apporté des indications, que ça vous aura servi et que ça vous aura plu, pour une quelconque raison, je ne sais pas. Bref, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Passez une excellente journée, bonsoir.